La carrière d'Elisabeth Lévy est un long voyage, fait de sommets brillants et de défis difficiles, où elle a consacré son cœur, sa sueur et ses larmes pour affirmer sa position dans le journalisme français. Née à Marseille, elle grandit dans une famille à forte tradition médicale, où son père, Judas Léon Paul, était un médecin dévoué aux principes stricts, tandis que sa mère, Josette, apportait une perspective plus libérale sur le monde. Après le déménagement de la famille à Épinay-sur-Seine, Élisabeth fréquente l'école publique avant d'entrer à Sciences Po, dont elle sort diplômée en 1985 d'un diplôme de service public. Mais son rêve de devenir fonctionnaire s'est brisé lorsqu'elle a échoué au concours d'entrée à l'École nationale d'administration publique, ENA, un échec précoce qui l'a obligée à réorienter son avenir. C'est cet événement qui l'a poussée vers le journalisme, un domaine dans lequel elle pensait pouvoir avoir un plus grand impact sans avoir de siège au pouvoir, au gouvernement. La carrière journalistique d'Elisabeth a débuté modestement à l'agence France Presse, AFP, où elle a travaillé comme jeune reporter enthousiaste à la fin des années 90. C'est ici qu'elle a appris à écrire rapidement, avec précision, et à ne pas avoir peur de poser des questions difficiles, des compétences qui deviendront plus tard sa marque de fabrique. De l'AFP, elle rejoint Jeune Afrique, magazine spécialisé sur les questions africaines, où elle a l'opportunité d'explorer des sujets internationaux et d'élargir ses horizons. Mais son véritable tournant se produit dans les années 1990, lorsqu'elle rejoint la rédaction de l'Événement du jeudi, un journal connu pour son style audacieux et sans peur. C'est là qu'elle commence à développer son style d'écriture incisif, offrant souvent des commentaires controversés sur la politique et la société française, et se forgeant une réputation dans les médias. Son prochain grand succès est venu lorsqu'Elisabeth a cofondé avec Philippe Cohen le magazine Marianne en 1997, une publication axée sur une analyse approfondie des questions politiques et culturelles. Mais ses relations avec le rédacteur en chef Jean-François Kahn se détériorent rapidement et elle est licenciée un an plus tard, en 1998, en raison de divergences d'opinion. Ce départ fut un grand choc, mais elle ne se laissa pas abattre. Elle a plutôt décidé d'écrire pour Le Figaro, l'un des journaux les plus prestigieux de France, où elle a continué à affirmer sa voix à travers des commentaires incisifs sur des questions telles que la liberté d'expression, la laïcité et la montée des mouvements d'extrême droite. En 2005, elle s'essaie à la radio avec l'émission Le Premier Pouvoir sur France Culture, un talk-show d'analyse des médias mettant en scène des philosophes célèbres tels que Jean Baudrillard et Peter Sloterdijk. Cependant, l'émission a été annulée après seulement un an, un échec qui l'a laissée en larmes, sentant qu'elle n'avait pas réussi à transmettre pleinement son message au public. Sans se laisser décourager, Elisabeth poursuit son chemin en cofondant, en 2007, le magazine Causeur, une publication indépendante dont elle est directrice éditoriale. Causeur devient rapidement un forum pour des opinions peu orthodoxes, remettant souvent en cause les valeurs progressistes de l'élite parisienne. Le magazine lui a apporté une grande renommée, avec des milliers de lecteurs fidèles, même si ce n'était pas toujours un succès financier. Les pertes annuelles étaient souvent compensées par le soutien de sponsors, y compris des personnalités de droite comme Gérald Pensiolelli. Le succès de Causeur fut renforcé par ses écrits, comme ses analyses du déclin de la gauche française ou ses vives critiques de la politique d'immigration, qui firent d'elle une figure incontournable du débat public. Depuis 2019, elle est une invitée régulière de CNews, notamment dans l'émission L'heure des pros de Pascal Praud, où son style de débat féroce et sans concession a séduit des millions de téléspectateurs, même s'il a aussi suscité pas mal de polémiques. Cependant, la carrière d'Elisabeth ne fut pas exempte d'échecs cuisants. L'un des moments les plus difficiles fut lorsqu'elle fut vivement critiquée pour son article Kosovo, l'insoutenable légèreté de l'information, paru dans le magazine Le Débat en 2000, dans lequel elle remettait en cause le nombre de victimes de la guerre du Kosovo et accusait les médias français d'être partiaux contre les Serbes.
L'article a provoqué une tempête de protestations de la part de ses collègues et du public, ce qui lui a valu d'être qualifié de réactionnaire et de devoir affronter l'isolement pendant une longue période. Elle a dit un jour qu'après avoir lu les critiques virulentes dans les journaux rivaux, elle s'est assise seule dans son petit appartement parisien, à regarder ses notes manuscrites et à pleurer parce qu'elle se sentait incomprise à cause de la douleur de voir ce qu'elle croyait être la vérité déformée et attaquée. Autre échec, l'émission On va se gêner sur Europe 1, où elle a été commentatrice de 2005 à 2007, n'a pas réussi à étendre son influence comme prévu, lui laissant le sentiment d'avoir perdu son temps dans un environnement inadapté. Les efforts qui ont fait pleurer Élisabeth ne provenaient pas seulement de l'échec, mais aussi des sacrifices personnels qu'elle a dû endurer pour maintenir sa carrière. Un jour, alors qu'elle se préparait pour une émission en direct sur CNews en 2020, elle a appris que son père, Judas, venait de décéder. Mais comme son emploi du temps ne pouvait pas être modifié, elle a quand même dû passer à l'antenne avec un sourire forcé. Lorsque les caméras se sont éteintes, elle a quitté le plateau, s'est assise dans sa voiture et a sangloté, se reprochant de ne pas avoir été avec son père dans ses derniers instants. Une autre fois, alors qu'elle participait à un débat houleux sur l'heure des pros au sujet du changement climatique en 2019, elle a été violemment attaquée par Claire Nouvian pour ses opinions sceptiques. Après le spectacle, elle est rentrée chez elle, s'est assise dans son salon sombre et a pleuré à cause du sentiment d'isolement, de la pression de devoir défendre ses opinions devant une foule hostile. Malgré les nombreuses difficultés auxquelles elle a été confrontée, Élisabeth n'a jamais baissé les bras. Elle continue d'écrire des livres comme La gauche contre le réel, 2012, et Les maîtres censeurs, 2002, qui suscitent une grande attention, mais sont également controversés. Cette résilience lui a permis de bâtir une carrière fière, avec plus de 3 décennies de journalisme, des centaines d'articles et une place irremplaçable dans le débat public en France. Sa carrière n'est pas seulement une histoire de succès, mais aussi le parcours d'une femme qui a osé défendre ses convictions, osé affronter les critiques et osé se sacrifier pour protéger les valeurs qu'elle croyait justes, laissant une marque profonde dans l'histoire des médias français. La plus grande tristesse dans la vie d'Élisabeth Lévy fut probablement la perte de ses parents et le sentiment d'isolement dans le monde même pour lequel elle avait passé sa vie à se battre, les médias et les intellectuels français. Née dans une famille juive séfarade de Marseille, Élisabeth grandit entourée de l'amour de son père, Judas Léon Paul, médecin strict et fier de l'intelligence de sa fille, et de sa mère, Josette, pharmacienne dont les idées libérales lui inculquèrent la passion du savoir. La mort de son père en 2020, à l'âge de 85 ans, a été un énorme choc, d'autant plus qu'elle n'a pas pu être avec lui dans ces derniers jours en raison de son emploi du temps chargé chez CNews. Elle a dit un jour que lorsqu'elle a reçu la nouvelle de la mort de son père, elle était en route pour l'atelier, et quand elle est revenue dans sa vieille maison à Épinay-sur-Seine, elle s'est assise dans le bureau de son père, regardant ses vieux livres de médecine et pleurant parce qu'elle avait l'impression d'avoir perdu l'homme qui avait façonné sa personnalité. Cette tristesse s'est aggravée lorsque sa mère, Josette, est décédée plus tôt en 2015 d'un accident vasculaire cérébral, la laissant avec un vide qui ne pouvait être comblé. Elle a raconté un jour qu'après les funérailles de sa mère, elle s'était assise dans la cuisine familiale, écoutant le vent souffler dans les rues calmes d'Épinay-sur-Seine, et avait sangloté sur la perte de la femme qui lui avait appris à regarder le monde avec ouverture et compassion. Cette tristesse ne concerne pas seulement la séparation, mais aussi le fait d'être tiraillé entre les souvenirs heureux de l'enfance et les dures réalités de la vie adulte, un sujet dont elle parle rarement en public, mais qui se ressent à travers la profondeur de son écriture. La perte de ses parents a été une blessure qui n'a jamais guéri, la laissant constamment se demander si elle avait été à la hauteur des valeurs qu'ils attendaient d'elle. Cette tristesse devient encore plus évidente lorsqu'elle réfléchit aux sacrifices personnels que sa carrière a exigés.
les moments qu'elle n'a pas pu passer avec sa famille, les relations qui se sont effondrées à cause de ses opinions politiques et le sentiment qu'elle avait trop abandonné pour protéger sa voix. Elle a déclaré un jour dans une rare interview en 2022 : « Parfois, je me demande si toutes ces batailles en valent la peine, quand le prix est la solitude. » La plus grande tristesse d'Élisabeth est donc la combinaison de la perte familiale, la mort de ses parents, et de la solitude dans un monde auquel elle appartient, et est à la fois exclue, créant une femme forte mais aussi vulnérable, même si elle le montre rarement en public. L'amour et le mariage d'Élisabeth Lévy étaient une partie privée de sa vie, où elle gardait la plupart des détails cachés aux regards indiscrets du public, mais non sans